Dans les premières secondes, fragiles d'une existence humaine, il est impossible de distinguer le miséreux du prince, tout comme dans les derniers instants, on ne saurait différencier le millionnaire du vagabond, car la mort, tout comme la naissance, est le grand égalisateur qui nous dépouille de nos artifices. Mais c'est dans cet intervalle désordonné, difficile et souvent cruel, que nous appelons la vie, que nous érigeons des murs infranchissables pour nous séparer les uns des autres, utilisant l'argent, le statut social et l'indifférence comme des briques. Et c'est précisément l'histoire d'Anna Mercier, une jeune serveuse dont l'unique crime fut de montrer de la bonté envers une vieille femme déchue. Une histoire qui prouve que ceux qui jugent avec des cœurs de pierre et des vêtements de soie n'ont aucune idée que leur monde, si soigneusement construit, est sur le point d'être anéanti par la seule personne qu'ils considéraient comme insignifiante. Le restaurant, la Cuillère d'Or, n'était pas simplement un établissement gastronomique. C'était une mise en scène, un théâtre où, chaque soir, le rideau se levait sur un décor d'acajou rutilant, de verres en cristal de baccarat coûtant plus cher qu'un mois de loyer modeste, et de clients qui portaient leur arrogance comme une seconde peau, persuadés que l'univers gravitait autour de leurs caprices. Chaque nuit, Anna Mercier n'était qu'une figurante invisible, une ombre glissant silencieusement dans les coulisses, désespérée de ne pas manquer une seule réplique, car à 24 ans, Anna se sentait déjà en avoir 90, hantée par une fatigue chronique qui s'était installée dans ses os comme le froid humide des hivers parisiens. Elle était un fantôme drapé dans un tablier noir impeccable, ses rêves étouffés par le poids écrasant et pragmatique de la réalité. Sa vie se résumant à un livre de comptes rempli de dettes, les factures médicales persistantes de sa mère décédée qui s'accumulaient comme des feuilles mortes, les frais de scolarité de son jeune frère Lucas qui rêvait d'intégrer les compagnons du devoir, et le loyer exorbitant de son minuscule studio mal isolé en banlieue où le vent sifflait à travers les fenêtres. Le sommeil était devenu un luxe qu'elle ne pouvait plus s'offrir, enchaînant les doubles services à la Cuillère d'Or, un lieu qui lui rappelait, à chaque fourchette qu'elle polissait, tout ce qu'elle n'était pas et tout ce qu'elle ne serait jamais aux yeux de cette société impitoyable. Son directeur, M. Gilles Hubert, était un homme qui semblait être né dans un costume 3 pièces trop amidonné, sa voix étant un instrument mince et perçant spécialisé dans 2 tonalités distinctes, une obséquiosité rampante envers les clients fortunés et un mépris tranchant comme un rasoir pour son personnel. « Mercier », siffla-t-il, sa voix traversant le brouhaha du service du dîner comme un fouet, faisant sursauter Anna qui manqua de laisser tomber un plateau de cocktails. La table 7, les Vautier, ils disent que leur eau est tiède. Tiède, vous rendez-vous compte? Essayez-vous de me ruiner personnellement, ma fille? Savez-vous qui ils sont? C'est Robert Vautier. Il pourrait acheter tout ce pâté de maison et le transformer en parking pour ses lévriers. Alors arrangez ça immédiatement. Ah oui, monsieur Hubert, tout de suite, répondit-elle en se précipitant vers la table 7, son visage composé en un masque neutre de servitude professionnelle. Monsieur et madame Vautier, toutes mes excuses, je vais remplacer cette eau pour vous immédiatement, dit-elle doucement, mais madame Vautier, une femme dégoulinante de diamants qui semblait contenir plus de chaleur que ses propres yeux, ne daigna même pas regarder Anna, continuant de s'adresser à son mari. Et alors, Robert, j'ai dit au conseil d'administration, si nous ne pouvons pas sécuriser cette propriété à Deauville, quel est l'intérêt? C'est tout simplement primitif. En effet, ma chère, murmura Robert Vautier avant de jeter un coup d'œil à Anna, comme si elle était un meuble qui avait soudainement grincé. Veillez à ce que l'eau soit glacée cette fois. Anna battit en retraite vers la station de service, ses mains tremblant légèrement sous l'effet du stress et de l'épuisement, tandis qu'à côté d'elle, Brenda Simone, la serveuse principale, polissait un verre à vin avec une vigueur exagérée, Brenda étant une femme faite d'angles aigus et d'un sourire encore plus tranchant, utilisant son ancienneté comme une arme pour s'assurer qu'Anna n'oublie jamais sa place. « Des problèmes au paradis, Mercier ?» chuchota Brenda, sa voix imprégnée d'un venin sucré. « Tu dois apprendre, ma chérie. Ces gens ne veulent pas d'une servante. Ils veulent une absence. Tu es trop présente, trop maladroite,
Tu respires pratiquement sur eux. Je remplaçais juste leur eau, Brenda, se défendit faiblement Anna. Et tu as réussi à gâcher ça, ricana Brenda. Hubert t'a à l'œil. Il cherche à réduire les effectifs avant les fêtes. Je surveillerais mes arrières si j'étais toi. Tu es la dernière embauchée et tu seras la première virée. Anna se contenta d'acquiescer, remplissant le pichet d'eau cristalline avec des glaçons et retourna à la table, la colonne vertébrale droite et le visage impassible, mais à l'intérieur, la panique formait un nœud froid dans son estomac. Car Brenda avait raison, elle était maladroite, elle était trop présente, et bien qu'elle ne pût supporter ce travail, elle ne pouvait désespérément pas se permettre de le perdre. Elle passa les 3 heures suivantes dans un état d'alerte maximale, livrant des assiettes de Saint-Jacques poêlées à 40 € avec une précision chorégraphiée, remplissant les verres de vin sans qu'une seule goutte ne déborde, souriant jusqu'à ce que les muscles de son visage lui fassent mal, tandis que les vautiers à la table 7 l'épuisaient sans relâche, se plaignant de l'éclairage, du volume de la musique d'ambiance et d'un courant d'air imaginaire venant de la fenêtre, chaque plainte étant une petite coupure de papier, et Anna se vidait lentement de son sang. Alors que la nuit touchait à sa fin et que le restaurant se vidait lentement, le tintement de l'argenterie s'estompant pour être remplacé par les sons feutrés du personnel nettoyant, Anna fut chargée de polir la rampe en laiton à l'entrée, une tâche ingrate qu'Hubert lui confiait toujours lorsqu'il la jugeait déficiente. Dehors, la ville avait pris un visage hideux, une tempête froide d'octobre s'était levée et la pluie fouettait violemment les baies vitrées du sol au plafond, le vent hurlant un son bas et lugubre qui reflétait la douleur lancinante dans les pieds d'Anna. Elle frottait une tache tenace sur le laiton, son esprit déjà tourné vers le long et froid trajet en bus pour rentrer chez elle, lorsque la lourde porte en chêne s'ouvrit en grinçant, laissant entrer une rafale violente de vent et de pluie. Anna leva les yeux, agacée, s'attendant à un client tardif, mais ce n'était pas un client, c'était une femme, ou ce qui ressemblait au fantôme d'une femme. Âgée, peut-être dans ses 70 ans, avec des cheveux argentés sauvages collés à son crâne par la pluie, portant un cardigan fin et élimé sur ce qui ressemblait à un pyjama à imprimé floral délavé, ses pieds nus à l'exception d'une seule pantoufle rose pelucheuse. Elle était trempée jusqu'aux os, frissonnant violemment, et ses yeux étaient écarquillés d'une confusion profonde et terrifiante. Elle fit 1, 2, 3 pas chancelant sur le sol en marbre immaculé, importé d'Italie, laissant une traînée d'eau boueuse derrière elle, puis, avec un soupir doux et impuissant, ses genoux fléchirent, et elle ne tomba pas simplement. Elle s'effondra, se recroquevillant en un tas humide juste dans l'embrasure de la porte de la cuillère d'or. Pendant une seconde, le monde s'arrêta. Anna se figea, son chiffon à polir à la main, tandis que M. Hubert, comptant les recettes au pupitre d'accueil, levait les yeux, son visage, détendu quelques instants auparavant, se tordant en un masque de pur dégoût. Le silence dans le restaurant était absolu, rompu seulement par le martèlement de la pluie et la respiration saccadée et effrayée de la vieille femme qui essayait de se redresser sur un coude, ses mouvements frêles et non coordonnés. « Rends Dieu !» souffla M. Hubert, sa voix dégoulinant de révulsion, ne bougeant pas de derrière la sécurité de son podium. « Pas ici, absolument pas. » Brenda Simon émergea de la cuisine, un plateau de verre vides à la main, et s'arrêta net, sa lèvre supérieure se retroussant. « Oh, vous plaisantez, qu'est-ce que c'est que ça? » Les derniers clients restants, les vautiers, qui s'attardèrent sur un dernier verre de cognac, se retournèrent sur leur siège. « Gilles !» appela M. Vautier, sa voix tranchante d'agacement. « Quelle est la signification de cela? C'est un établissement exclusif, pas un refuge municipal. Enlevez ça, enlevez-la. » M. Hubert se mit en action, mais pas vers la femme, il marcha vers Anna. « Mercier, ne restez pas là à bâiller aux corneilles. Appelez la sécurité, sortez cette chose de l'entrée avant qu'elle ne salisse le tapis. » Anna regarda du visage furieux d'Hubert à la femme sur le sol, dont les yeux rencontrèrent les siens, bleus, voilés de peur et totalement perdus, et à ce moment-là, Anna ne vit pas une chose ou une vagabonde, elle vit sa propre mère dans ses derniers jours confus,
Elle est blessée, dit Anna, sa voix calme mais ferme, laissant tomber le chiffon et faisant un pas en avant. Je me fiche qu'elle soit mourante, siffla Hubert en saisissant le bras d'Anna. C'est un restaurant 5 étoiles, imbécile. Notre réputation est en jeu. Sortez là ou je vous fais jeter avec elle. Lâchez-moi, dit Anna en se dégageant, un petit acte de rébellion qui ressemblait au déplacement d'une montagne, et ignorant ses protestations balbutiantes, elle s'agenouilla sur le marbre froid et humide à côté de la vieille femme. « Madame, dit-elle doucement en touchant l'épaule osseuse et glacée de la femme. « Madame, m'entendez-vous? Êtes-vous blessée? » La femme tressaillit, puis se concentra sur le visage d'Anna, tremblant si fort que ses dents claquaient. « Ça, froid, chuchota-t-elle. Je suis perdue. Je ne trouve pas Elias, il va s'inquiéter. Je dois lui montrer la carte. »« D'accord, d'accord. Nous allons trouver Elias, » apaisa Anna en retirant son propre cardigan fin de ses épaules pour l'envelopper autour de la femme. Il fut immédiatement trempé, mais c'était mieux que rien. « Je m'appelle Anna. Quel était votre nom? »« J'ai l'oiseau, » murmura la femme, ses pensées s'éparpillant comme des feuilles, fouillant dans la poche de son pyjama mouillé. « Regardez ça, » dit Brenda en s'approchant, ayant sorti son smartphone avec le voyant rouge d'enregistrement allumé. Sainte Anna des Bas-Fonds a encore frappé. Elle fouille probablement pour trouver un portefeuille. Hubert, je la surveillerai. Mademoiselle Simon, rangez ce téléphone, claqua Hubert, bien que ses yeux fussent fixés sur Anna avec une nouvelle suspicion. Mercier, je vous ai donné un ordre. Vous êtes sur ma propriété. Vous allez m'obéir? Sortez-la maintenant. Bidel a besoin d'un médecin, ou au moins d'un peu d'eau, plaida Anna en aidant la femme à s'asseoir. Elle est gelée. Elle a besoin d'un caniveau, lança Madame Vautier depuis sa table, assez fort pour que tout le monde entende. Dégoûtant. Un petit rire laid jaillit de Brenda. Elle a raison, Anna. Tu fraternises avec les ordures, tu vas probablement attraper quelque chose. La mâchoire d'Anna se serra. Elle regarda la femme frissonnante, puis le cercle de visages dur et cruel qui l'observait. Hubert furieux de sa perte de contrôle, Brenda filmant avec un sourire suffisant, les Vautier regardant comme si tout cela n'était qu'un spectacle de sol terriblement incommode. « C'est un être humain, » dit Anna, sa voix tremblant d'une colère froide et soudaine, se levant. « Monsieur Hubert, c'est un être humain qui s'est effondré. Nous ne la bougerons pas tant que nous ne saurons pas qu'elle va bien. Si vous n'appelez pas une ambulance, je le ferai. »« Vous ne ferez rien de tel, » hurla Hubert. « Vous n'attirerez pas ce genre d'attention ici. Je suis le directeur et je vous l'ordonne. » Mais Anna passait déjà devant lui vers le bar. « Que faites-vous? »« Je vous préviens, Mercier. » Anna l'ignora, saisissant une serviette de bar propre et sèche et une bouteille d'eau. Et lorsqu'elle revint, elle s'agenouilla et commença à sécher doucement le visage et les mains de la femme, qui se pencha vers le contact, un petit soupir de gratitude lui échappant. « Tenez, » dit Anna en ouvrant l'eau, « juste une petite gorgée. » Monsieur Hubert semblait sur le point d'exploser, son visage étant d'un rouge couperosé et furieux. « Vous contaminez l'inventaire, vous êtes viré, » beugla-t-il finalement, le mot résonnant dans le restaurant à moitié vide. Anna se figea, la bouteille d'eau à mi-chemin des lèvres de la femme. Viré, le mot était une condamnation à mort, les frais de scolarité de son frère, le loyer, les factures médicales, tout cela défila devant ses yeux. « Vous m'avez entendu, » cria Hubert, enhardi par son choc. « Vous êtes viré. Vous avez désobéi à un ordre direct. Harcelez nos invités et amenez cela dans mon établissement. Videz votre casier et sortez, et emmenez votre amie crasseuse avec vous. » Le sourire de Brenda était triomphant. Elle enregistrait toujours. « Je te l'avais dit, » articula-t-elle silencieusement à Anna. Le monde d'Anna bascula. Elle était dehors, sans travail, sans espoir. Elle regarda la vieille femme qui la regardait avec ses mêmes yeux terrifiés et confus, et une vague de désespoir la submergea, si forte qu'elle faillit faire fléchir ses genoux. Mais alors un calme étrange et défiant s'installa, car si elle était déjà virée,
Elle n'avait plus rien à perdre. « Non, » dit Anna, sa voix claire et stable. La mâchoire d'Hubert tomba. « Un quoi? Qu'avez-vous dit? » « J'ai dit non, » répéta Anna en tournant toute son attention vers la femme. « Je ne la quitte pas, pas comme ça. Vous pouvez me virer, vous pouvez appeler la police, mais je ne laisse pas cette femme seule dans une tempête. Faites ce que vous avez à faire. » Elle aida la vieille âme à prendre une autre gorgée d'eau, le dos tourné à son ancien directeur, un pont brûlant vivement derrière elle. Monsieur Hubert fut momentanément frappé de mutisme, son visage virant au violet, car personne ne l'avait jamais défié de la sorte, habitué qu'il était à ce que ses employés se recroquevillent. « Sécurité », rugit-il finalement en écrasant un bouton sur le téléphone du pupitre. « Faites venir la sécurité à l'entrée principale maintenant. » Brenda, sentant le point culminant, zooma avec la caméra de son téléphone sur le visage d'Anna. « Tu es fini, Mercier », chuchota-t-elle joyeusement. « Tu n'es pas seulement viré, tu vas être inemployable. J'envoie cette vidéo à tous les restaurateurs que je connais. » Anna l'ignora. La vieille femme frissonnait pire maintenant, ses lèvres teintées de bleu. Et virée ou non, Anna était un être humain avant tout. Elle devait la réchauffer. « D'accord, » dit Anna à la femme, sa voix douce. « Nous allons vous chercher de la soupe. C'est chaud, ça aidera. »« De la soupe ?» murmura la femme. « Elias, il aime la soupe avec les petits pains, Lokota. »« Nous vous apporterons la soupe, » promit Anna, se levant et marchant avec une détermination qu'elle n'avait pas ressentie de toute la soirée, droit vers la cuisine. « Où croyez-vous aller? » cria Hubert, courant pour lui barrer la route. « Vous êtes en infraction, vous volez. »« J'achète un bol de soupe pour elle, » dit Anna en tirant son portefeuille de son tablier. Elle fouilla et sortit la totalité de ses pourboires pour la soirée, 3 billets de 5 € et une poignée de monnaie. « C'est 15 €, je paye pour ça, c'est la bisque de homard, c'est chaud. » Elle poussa les billets froissés dans la poitrine d'Hubert. « Prenez-le, c'est payé. » Hubert regarda l'argent dans sa main comme si elle lui avait tendu un rat mort. « Vous pensez pouvoir acheter ma nourriture pour elle? Cette bisque est à 60 € le bol, c'est une insulte. » « Alors c'est une insulte avec laquelle vous devrez vivre, » dit Anna en le bousculant pour passer les portes battantes de la cuisine. Le personnel de cuisine, qui avait observé le drame à travers le passe-plat, se tut. Michel, le chef cuisinier, un homme pragmatique qui n'aimait pas Hubert mais aimait sa cuisine, haussa simplement un sourcil. « J'ai besoin d'un bol de bisque, chef, » dit Anna. « Hubert vient de te virer, gamine. Tu n'es plus en service. » « Je sais, je paie, tiens. » Elle posa son dernier euro et sa monnaie sur son comptoir en acier. « C'est pour la vieille femme qui est tombée, elle gèle. » Michel regarda le petit tas de monnaie, puis le visage désespéré et déterminé d'Anna. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, vers Hubert fumant dans l'embrasure de la porte, et vers Brenda, filmant toujours, et avec un profond soupir, il saisit un bol en porcelaine fine, l'un des meilleurs du restaurant, le remplit à ras-bord de la bisque fumante et parfumée, et ajouta un accompagnement de croûtons grillés. « Vas-y, » dit-il en le poussant dans ses mains. « Ne le laisse pas tomber, c'est le dernier du lot. »« Merci, Michel, » dit Anna. Lorsqu'elle émergea, Hubert vibrait de rage. « Vous avez volé? Vous avez volé ça? C'est du vol, je l'ajoute au rapport de police. »« J'ai payé le chef, » dit calmement Anna, marchant vers l'entrée où les 2 gardes de sécurité, des hommes costauds, nommés Franck et Paul, venirent arriver, semblant mal à l'aise en prenant la mesure de la scène, la minuscule vieille femme frissonnante, le directeur furieux et la serveuse tenant un bol de soupe. Franck, Paul, virez cette voleuse. Hubert pointa Anna du doigt. Et cette vagabonde. Il pointa la femme. Des lieux immédiatement. Utilisez la force si nécessaire. Franck et Paul se regardèrent. « Monsieur, » commença Franck, sa voix un grondement bas. « C'est juste une vieille dame, et l'autre a de la soupe. Il pleut des cordes dehors. Je m'en fiche, c'est mon ordre. »« D'accord, Gilles, calmez-vous, » dit Paul en levant une main. « Mademoiselle, » dit-il à Anna, « vous êtes virée, vous devez partir. Nous pouvons... »
Nous pouvons appeler une ligne non urgente pour la dame. Ils peuvent l'emmener dans un foyer. Elle a besoin d'aide maintenant, insista Anna, s'agenouillant et ignorant tout le monde, tendant la soupe. Ben tenez, faites attention, c'est chaud. Les yeux de la vieille femme s'illuminèrent. Oh, souffla-t-elle, ça sent comme à la maison. Ses mains tremblaient trop pour tenir la cuillère, alors Anna en prit doucement une petite quantité et la porta à ses lèvres. La femme but et un peu de couleur revint sur ses joues. Merci, chuchota-t-elle. Tu es une bonne fille. Vous voyez, narra Brenda à son téléphone, elle la nourrit à même le sol. C'est une violation du code de la santé, c'est dégoûtant. Hubert, elle va nous faire fermer, s'écria Madame Vautier depuis sa table, ayant également sorti son téléphone. Robert, tu vois ça? Je poste ça sur le forum du club. La cuillère d'or sert maintenant les sans-abri par terre. C'est tout simplement inacceptable. Et c'est fini? Hurla Hubert, la mauvaise publicité étant la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Franck, Paul, sortez-la maintenant. Je me fiche de la manière. Les deux gardes, le visage fermé, s'avancèrent. Madame, dit Franck, sa voix maintenant ferme, posez la soupe, vous devez partir. Laissez-la juste finir, supplia Anna. Il gèle dehors, elle va faire de l'hypothermie. Maintenant, mademoiselle. Paul prit doucement le bol de sa main et le posa sur le sol, tandis que Franck prenait le bras d'Anna, la tirant pour la mettre debout. « Non, s'il vous plaît !» cria Anna en essayant de se dégager. La vieille femme vit Anna être tirée au loin et son visage se froissa de terreur. « Non, ne la prenez pas, c'est mon ami. Elias, Elias !» cria-t-elle, sa voix soudainement forte de panique, alors que Franck traînait Anna vers la porte et que Paul se penchait pour soulever la vieille femme. Elle se débattit faiblement, fouillant dans la poche de son pyjama. « Attendez !» cria la femme. « Pour toi, pour avoir aidé ?» Elle fourra quelque chose de petit et dur dans la main d'Anna, refermant les doigts d'Anna dessus, juste au moment où Franck l'éloignait. « Sortez !» hurla Hubert, ouvrant lui-même la porte à la volée. Franck, avec un regard d'excuse, poussa à moitié, guida à moitié Anna à travers la porte, et, sous la pluie battante, Paul suivit une seconde plus tard, portant la vieille femme qui pleurait maintenant doucement, et la posa sur le trottoir mouillé sous le maigre abri de l'auvent du restaurant. « Je suis désolé, mademoiselle, » dit Franck, la voix basse. « C'est notre boulot. » La lourde porte en chêne de la cuillère d'or claqua, le bruit sourd semblant définitif, et la serrure cliqueta. Anna resta là, trempée en un instant, son uniforme de travail fin collé à sa peau. Elle était virée, elle était humiliée, elle se tenait dans une flaque d'eau avec une vieille femme en pleurs et désorientée à côté d'elle, et dans son poing serré, elle sentit l'objet que la femme lui avait donné. Elle ouvrit sa main pour découvrir un petit oiseau en bois, finement sculpté, lisse, fait d'un bois sombre et riche, manquant une aile, mais clairement ancien et précieux. « Pour Elias » gémissait la femme à côté d'elle. « J'ai perdu la carte, mais j'ai l'oiseau. » Anna regarda l'oiseau, puis la femme. « Ça va aller, » dit Anna, sa propre voix se brisant alors qu'elle s'agenouillait dans la flaque. « Ça va aller, on est ensemble. Je m'appelle Anna. Quel était votre nom? »« Marguerite, » chuchota la femme en appuyant sa tête sur l'épaule d'Anna. « Je m'appelle Marguerite. » Anna la serra contre elle, la protégeant du vent avec son propre corps, et se demanda s'il était possible de mourir d'un cœur brisé, tant la douleur de l'injustice était vive. Le monde n'était qu'un tourbillon de pluie et de phares flous. Anna frissonnait, le froid s'infiltrant dans ses os. Mais elle tenait Marguerite fermement. Les frissons de la vieille femme s'étaient apaisés en une immobilité inquiétante. « Marguerite, Marguerite, restez avec moi », pressa doucement Anna en la secouant. « Nous devons vous réchauffer. » Mais où? Son appartement était à des kilomètres, un trajet en bus qu'elle ne pouvait se permettre sans emploi. Elle n'avait pas d'argent pour un taxi. Elle était bel et bien bloquée. À l'intérieur de la cuillère d'or, la vie avait déjà repris son cours. Anna pouvait voir M. Hubert s'incliner profondément devant les Vautier alors qu'il se préparait enfin à partir,
Brenda était au bar en train de rire avec le barman, racontant probablement sa victoire. Ils étaient au chaud, ils étaient secs, ils étaient en sécurité, et une colère amère et brute, qu'Anna n'avait jamais ressentie auparavant, l'envahit, car ce n'était pas juste. Rien de tout cela n'était juste. Elle baissa les yeux vers Marguerite, dont les yeux étaient fermés. « Elias » souffla-t-elle. « D'accord, Marguerite. Elias » dit Anna, sa résolution se durcissant. « Nous allons le trouver. » Elle regarda la femme de plus près, réalisant qu'elle ne portait pas n'importe quel pyjama, mais de la soie, bien que maintenant ruinée, et la pantoufle était de haute qualité, et c'est alors qu'Anna le vit, à moitié caché sous le poignet de son propre cardigan, qui était encore sur le bras de Marguerite. Un bracelet, pas un bracelet d'hôpital en plastique bon marché, mais une chaîne en argent élégante, presque comme un bijou, mais sur la plaque rectangulaire plate, il y avait un petit symbole d'alerte médicale gravé. Anna tourna doucement le poignet de la femme, et au dos de la plaque d'argent, gravé en petites lettres claires, se trouvait un nom et un numéro de téléphone. Marguerite Dumont, en cas d'urgence appelée et. Dumont, chuchota Anna, le nom faisant tinter une cloche lointaine. Dumont comme Dumont Holdings, la société massive et sans visage qui construisait la nouvelle tour de verre au centre-ville. Marguerite Dumont, dit Anna, son cœur commençant à battre la chamade. Est-ce que votre fils est Elias Dumont? Les yeux de Marguerite s'ouvrirent. Mon fils? Oui, c'est un bon garçon, un garçon occupé, il m'attend. Avant qu'Anna ne puisse même traiter cela, avant qu'elle ne puisse comprendre comment accéder à un téléphone, le monde changea. 2 faisceaux de lumière, nets et blancs, traversèrent la pluie, et une voiture longue, impossiblement noire, une Bentley qu'Anna reconnut des magazines que les clients laissaient derrière eux, crissa pour s'arrêter dans la zone de stationnement interdit devant le restaurant. Son moteur étant un grondement bas et puissant qui se ressentait plus qu'il ne s'entendait. La portière du conducteur s'ouvrit à la volée et un homme émergea. Grand, vêtu d'un costume sombre parfaitement taillé qui fut trempé en quelques secondes, mais il ne semblait pas le remarquer. Ses cheveux noirs étaient ébouriffés et son visage, qui semblait sculpté dans du granit, était un masque de panique pure et absolue. Il scanna la rue, ses yeux sauvages. « Maman !» cria-t-il, sa voix un aboiement brut de peur, ses yeux se verrouillant sur les 2 femmes, blotties sous l'auvent, et en 3 longues enjambées, il fut là, tombant à genoux sur le trottoir mouillé devant Marguerite. « Maman! Oh mon Dieu, maman! » Il retira sa veste de costume et l'enveloppa autour d'elle, la tirant dans une étreinte féroce et désespérée. « J'étais si... Nous cherchons depuis des heures, la nouvelle infirmière, elle a tourné le dos 1 minute. »« Elias » chuchota Marguerite, sa voix pleine de soulagement, souriant d'un sourire faible mais authentique. « Elias, j'ai trouvé une amie. Elle est gentille, elle s'appelle Anna, et elle m'a donné de la soupe. » Elle tapota la joue d'Anna avec une main froide. La tête d'Elias Dumont se releva brusquement. Ses yeux d'un bleu perçant et intelligent, tout comme ceux de sa mère, rencontrèrent ceux d'Anna, et il prit la mesure de la scène en une fraction de seconde. Anna frissonnant dans son uniforme fin et trempé, son propre cardigan usé sur sa mère, le bol de bisque coûteuse à moitié mangé sur le trottoir à côté d'eux, son regard n'étant plus paniqué mais acéré, évaluateur et totalement illisible. Juste à ce moment-là, la porte de la cuillère d'or s'ouvrit à nouveau, et M. Hubert s'empressa de sortir en tenant un grand parapluie, suivi des Vautier. « Monsieur » appela Hubert, apercevant la Bentley et supposant que c'était un chauffeur pour les Vautier. « Votre voiture est là. Quel plaisir de vous avoir eu ce soir, monsieur et madame Vautier. Revenez bientôt, s'il vous plaît. » Monsieur Vautier grogna, mais sa femme s'arrêta. « Oh, regarde, Robert, la racaille est toujours là, et elle semble s'être multipliée. » Le sourire d'Hubert se figea lorsqu'il vit Elias Dumont, agenouillé sur son trottoir, en train de bercer la vieille femme, ne le reconnaissant pas au début, ne voyant qu'un costume coûteux, souillé par la proximité avec la vagabonde. « Monsieur »
dit Hubert sèchement en marchant vers eux. « Monsieur, je dois vous demander de bouger. Vous bloquez la sortie pour nos estimés clients. Cette femme est une vagabonde et cette fille. » Il fit un geste vers Anna avec mépris. « Est une employée virée que j'ai fait expulser pour vol. J'ai déjà appelé les autorités pour les récupérer. » Elias Dumont installa doucement sa mère contre sa poitrine et se leva lentement de toute sa hauteur, dépassant Hubert de bonnes 20 centimètres, et il sembla aspirer toute la lumière de la rue en lui-même, irradiant une énergie froide et dangereuse. « Vous êtes le directeur ?» demanda Elias, sa voix dangereusement calme. « Je le suis, » dit Hubert en gonflant le torse, inconscient. « Gilles Hubert, et vous êtes... » « C'est Elias Dumont, espèce d'idiot. » S'étouffa soudainement M. Vautier, son visage devenant pâle, ayant reconnu l'homme qui faisait la couverture de Forbes le mois dernier. Le nom frappa la rue pluvieuse comme un éclair. Brenda, qui était venue à la fenêtre pour regarder l'humiliation finale d'Anna, pressa son visage contre la vitre, la mâchoire tombante, tandis que le sang de M. Hubert se drainait visiblement de son visage, son sourire obséquieux réapparaissant sous la forme d'une grimace grotesque et terrifiée. « Monsieur Dumont, grand Dieu, un plaisir, quelle surprise, je n'avais aucune idée, vous... » Elias le coupa, sa voix comme de la glace. « Vous avez traité ma mère de vagabonde. » « Non, c'est un malentendu, » bégaya Hubert en agitant les mains. « Elle est entrée, elle est sale. Nous ne savions pas, comment pouvions-nous savoir? Elle est tombée. » La voix d'Anna, petite mais claire, coupa le bruit. Elle est tombée, et elle avait froid, et elle avait peur. Le regard d'Elias revint vers Anna. « Et cet employé ?» dit Hubert, voyant sa chance de détourner l'attention. « Elle a fait une scène. Elle a volé de la soupe en cuisine, l'a nourrie par terre comme un chien. Elle a détruit l'ambiance. Elle a harcelé Monsieur et Madame Vautier. Je l'ai virée pour protéger l'intégrité du restaurant. » Elias regarda Anna, qui tenait bon, tremblante mais résolue. Puis il regarda sa mère, au chaud et en sécurité dans sa veste, puis il regarda le bol de soupe sur le sol. « D'accord, vous, dit Elias à Hubert, avez laissé ma mère qui est malade dans une tempête, et vous, dit Elias, sa voix tombant à un murmure, avez viré la seule personne sur tout ce pâté de maison qui lui a montré une once de décence humaine. »« Monsieur Dumont, s'il vous plaît, supplia Hubert, si vous voulez bien entrer, un malentendu, votre repas, vos boissons, tout est offert par la maison pour la vie. » Elias Dumont laissa échapper un rire court et tranchant, un son terrifiant. « Un repas, dit-il, vous pensez qu'il s'agit d'un repas? » Une seconde voiture noire, un grand 4x4, s'arrêta derrière la Bentley et un homme imposant en costume, M. Peterson, en sortit tenant une tablette. « Monsieur, dit-il, nous l'avons, elle est en sécurité. »« C'est qu'elle est, Peterson, mais pas grâce à ces gens. » Elias tourna toute son attention glaciale vers le directeur. « Monsieur Hubert, vous avez 30 secondes pour m'expliquer pourquoi je ne devrais pas démolir ce bâtiment, brique par brique sans valeur, avec vous encore à l'intérieur. » Le monde de Gilles Hubert, si soigneusement construit de lin amidonné et de fausse supériorité, s'effondra en cet instant unique trempé de pluie. Monsieur Dumont, je suis tellement désolé, » babilla-t-il, sa voix fluette se brisant. « C'est la politique. Nous avons des normes. Elle confondait les invités. Elle ne ressemblait pas à votre mère. Elle n'avait pas l'air riche, vous voulez dire? » traduisit Elias, sa voix létalement calme. Il guida doucement sa mère, qui était maintenant somnolente, mais calme dans son étreinte, vers la portière ouverte de la Bentley, où M. Peterson l'aida à s'installer dans l'intérieur en cuir moelleux. M. Dumont, apparut soudainement Brenda Simon, courant hors du restaurant sans manteau, ses cheveux instantanément collés à sa tête. « Monsieur Dumont, j'ai essayé d'aider. J'ai dit à Anna d'arrêter de faire une scène. Je lui ai dit qu'elle bouleversait la gentille vieille dame. J'essayais de protéger votre mère d'elle. »
Anna, qui était restée silencieuse, parla enfin. « Vous quoi » haleta-t-elle, abasourdie par l'audace du mensonge. « Vous m'avez filmé, vous vous êtes moqué d'elle, vous l'avez traitée d'ordure. Elle ment » hurla Brenda en pointant un doigt tremblant vers Anna. « C'est une voleuse et une menteuse. Hubert l'a virée. Demandez-lui, elle essaie juste de vous soutirer de l'argent. » Elias tourna son regard vers Brenda, si froid et analytique qu'elle tressaillit physiquement. « Peterson, » dit Elias sans la quitter des yeux. « Monsieur, » répondit l'assistant qui parlait doucement dans son téléphone. « J'ai déjà été en contact avec le personnel de cuisine du restaurant. Un chef, Michel, il a confirmé que mademoiselle Mercier a payé la soupe de ses propres pourboires après que monsieur Hubert a refusé. Il a également mentionné que la serveuse nommée Brenda Simon filmait tout l'incident et fournissait des commentaires. » Le visage de Brenda passa du pâle à un vert maladif. « Ah, » dit Elias. « Donc, non seulement vous n'avez pas agi, mais vous avez documenté votre propre cruauté. Quelle efficacité !»« C'était une blague, » bégaya Brenda. « Je l'ai supprimé. L'attaquant. Les gens le font rarement. » Songea Elias. « Mais peu importe. Vous voyez, monsieur Vautier, » dit-il en tournant son attention vers le couple figé près de la porte. « Je suis si content que vous soyez là. Vous êtes témoin, vous qui vous êtes plaint de l'élément qu'on laissait entrer. Cet élément était Marguerite Dumont. » Monsieur Vautier avait l'air d'avoir une crise cardiaque. « C'est Elias, monsieur Dumont. Une terrible erreur. Nous. »« Épargnez-moi, » claqua Elias. « Votre cabinet, Vautier et Associés, vous gérez nos contrats logistiques régionaux, n'est-ce pas? » « Eh bien oui, monsieur. Depuis 12 ans, » dit Vautier d'une petite voix. « Alors vous comprendrez la logistique. Je demande à mon équipe juridique de vous envoyer un avis de résiliation de contrat demain matin, avec effet immédiat. »« Elias, non, s'il vous plaît, » cria madame Vautier, son masque d'arrogance se brisant. « C'est un contrat d'1 milliard, cela va nous ruiner. »« Ça le fera, » convint Elias comme s'il discutait de la météo. « Vous auriez dû y penser avant d'exiger qu'un être humain soit enlevé comme une poubelle. Sortez de ma vue. » Les Vautier, horrifiés puis vaincus, se précipitèrent vers leur propre voiture et démarrèrent en trombe, ne laissant plus que Hubert et Brenda sur le trottoir avec Anna debout à l'écart, serrant toujours le petit oiseau en bois. « Quant à vous, monsieur Hubert, » poursuivit Elias en se retournant, « l'événement principal. Monsieur Dumont, je peux arranger ça, » plaida Hubert en joignant les mains. « Je vais virer Brenda, je vais réembaucher Anna, je lui donnerai une augmentation, une promotion, elle peut être gérante. » Anna le regarda, dégoûtée. Elias rit. « Vous allez la promouvoir? Vous pensez que vous avez ce pouvoir? Vous pensez que vous avez le moindre pouvoir? Je suis le directeur général de la Cuillère d'Or, c'est mon restaurant. Et ceci, » dit Elias en montrant le bâtiment opulent et rutilant. « Et mon restaurant, ceci est mon immeuble, ceci est mon pâté de maison, Dumont Holdings possède la propriété. Tout cela, le restaurant, les bureaux au-dessus, le parking en dessous, vous êtes, monsieur Hubert, un locataire, et à compter de cet instant, votre bail est résilié. »« Vous ne pouvez pas, » gémissait Hubert. « Nous avons un contrat, c'est pour 5 ans encore. » « Lisez les petits caractères, » dit Elias. « Article 4, sous-section B, conduite préjudiciable à la réputation de la propriété, non-respect des clauses de moralité publique de base. Vous, monsieur, êtes la définition même de la conduite préjudiciable. Vous avez humilié ma famille, vous avez souillé ma propriété, vous êtes fini. » Hubert recula en titubant, glissant le long du mur jusqu'à ce qu'il soit assis sur le trottoir mouillé, un homme complètement brisé. « Non, non, ma vie, c'est fini. »« Ça l'est, » convint Elias, se tournant vers Brenda qui essayait de reculer dans l'ombre. « Oh non, vous ne partez pas, je démissionne. » Couina-t-elle. « Vous ne pouvez pas démissionner, » dit Elias, « parce que monsieur Hubert, votre employeur, est sur le point d'être en faillite. Et quant à votre vidéo, je vous suggère de trouver un nouveau secteur d'activité, mademoiselle Simon, car j'achète personnellement toutes les actions de la Revue des restaurateurs
et de la guilde de l'hospitalité que je peux trouver, votre visage et votre histoire seront en couverture dès d'ici mercredi. Vous aurez de la chance de trouver un emploi à faire la plonge en Antarctique. » Brenda laissa échapper un petit sanglot étranglé et courut, disparaissant dans la nuit, laissant la rue soudainement et merveilleusement calme, à l'exception de la pluie et du bourdonnement bas du moteur de la Bentley. Elias Dumont se tenait au centre des décombres de Trois-Vies. Respirant lourdement, il passa une main dans ses cheveux mouillés, la colère le quittant pour ne laisser que l'épuisement, et il se tourna enfin vers Anna qui n'avait pas bougé, observant simplement, ses yeux écarquillés, serrant toujours l'oiseau en bois, ressemblant à une réfugiée coincée entre une zone de guerre et un pays inconnu. « Mademoiselle ?» demanda-t-il, sa voix soudainement douce. « Anna, » chuchota-t-elle. « Anna Mercier, Mademoiselle Mercier. Anna ?» Il marcha vers elle, restant à une distance respectueuse. « Ma mère, elle a un Alzheimer précoce. Ça progresse, elle devient confuse, elle erre. La nouvelle infirmière n'était pas suffisante. Mais ma mère, elle est très bonne juge de caractère. Elle l'a toujours été, même maintenant. » Il regarda sa mère endormie dans la voiture chaude, puis revint à Anna. « Vous aviez toutes les raisons de partir, vous avez perdu votre emploi, on s'est moqué de vous, vous avez été jeté dehors, pourtant vous êtes resté avec elle, vous l'avez gardée en sécurité, vous lui avez donné de la soupe. »« Elle avait froid, » dit simplement Anna, comme si c'était la seule explication nécessaire. L'expression d'Elias s'adoucit. « Vous l'avez enveloppée dans votre propre cardigan. » Il fit un geste vers ses bras frissonnants. « Vous êtes gelé. » Avant qu'elle ne puisse protester, il était au 4x4, tirant une épaisse couverture en laine sèche du siège arrière et l'enveloppant autour de ses épaules. Elle était lourde et chaude et sentait légèrement le cuir et le cèdre. « Je ne peux pas, » dit-il. « Rembourser ce que vous avez fait ce soir, une gentillesse comme celle-là n'a pas de prix. Je n'ai besoin de rien, » bégaya Anna, submergée. Je suis juste contente qu'elle soit en sécurité. » Elle ouvrit son poing et tendit le petit oiseau en bois. « Elle m'a donné ça. Elle a dit que c'était pour vous. Elle a dit qu'elle avait perdu la carte, mais qu'elle avait l'oiseau. » Elias regarda la petite sculpture et pour la première fois, son calme se brisa. Ses yeux s'embuèrent et il prit l'oiseau d'une main qui tremblait légèrement. « Mon père, » dit-il, la voix épaisse, « a sculpté ça pour moi l'année avant sa mort. Nous étions pauvres alors, c'était mon seul jouet. Ma mère, quand elle devient confuse, elle le cherche. Elle pense que c'est une carte qui la ramènera à lui. À l'époque où les choses étaient simples. » Il referma sa main sur l'oiseau. « Merci de l'avoir trouvé, de l'avoir trouvé. » Il la regarda vraiment, et vit l'épuisement, la pauvreté, la décence inébranlable. « Vous êtes sans emploi, » déclara-t-il. « Oui, » chuchota-t-elle, la froide réalité revenant en force. « Bien, » dit-il, « parce que j'en ai un meilleur pour vous. » Anna le fixa, la lourde couverture en laine étant un cocon de chaleur contre la tempête. « Un emploi ?»« Un emploi, » confirma Elias. Il fit un geste vers l'intérieur chaud et sec de la Bentley où sa mère dormait paisiblement. « J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de ma mère. Mais « s'occuper » n'est pas le bon mot. Le monde est plein d'infirmières que je peux embaucher. J'en ai embauché 10. Elles sont toutes cliniquement compétentes. Ce dont j'ai besoin, ce dont elle a besoin, c'est d'une compagne, d'une avocate, d'une amie. Quelqu'un qui la voit, et pas sa maladie ou son compte en banque. Quelqu'un qui la nourrirait de soupe sur un sol froid, même si cela lui coûtait tout. Je vous ai vu, mademoiselle Mercier. Vous n'étiez pas juste gentille, vous étiez courageuse. » Anna était sans voix, son esprit titubant sous le coup des événements de la dernière heure, de serveuse virée à cela. « Je ne suis pas infirmière, » réussit-elle à dire. « Je n'ai aucune qualification. »« Vous avez la seule qualification qui compte, » dit fermement Elias. « La compassion, l'intégrité, la fondation de ma mère, la fondation Dumont, nous nous spécialisons dans le financement de la recherche sur l'Alzheimer et les soins aux personnes âgées. Nous pouvons vous obtenir toute la formation dont vous avez besoin.
Vous aurez une équipe de professionnels médicaux à votre disposition, mais vous, je veux que vous soyez responsable de son monde pour vous assurer qu'elle est en sécurité, respectée et heureuse. Il nomma un salaire qui fit tourner la tête d'Anna. C'était plus que ce qu'elle gagnait en un an. Et bien sûr, ajouta-t-il, le logement sera fourni. Il y a une suite de 2 chambres dans ma maison, connectée à celle de ma mère pour sa compagne principale. Vous auriez bien sûr vos nuits et week-ends libres, un personnel complet pour vous soutenir. Des larmes, chaudes et soudaines, jaillirent aux yeux d'Anna. Ce n'était pas juste l'argent. C'était le choc de la justice. La pensée de ne pas avoir à choisir entre le loyer et la nourriture. La pensée de son frère, Lucas. « Mon frère, commença-t-elle, il est en apprentissage, c'est cher, et les factures médicales de ma mère. »« Ne payer ?» dit simplement Elias. « Considérez cela comme une prime à la signature. Donnez les détails à mon assistant, M. Peterson. Ils seront réglés intégralement avant midi demain. » Il fouilla dans sa poche et produisit une carte de visite simple et élégante. « Mon numéro personnel, je ne sais pas quoi dire. » chuchota Anna, les larmes traçant maintenant des sillons sur ses joues froides. « Dites oui, » dit Elias, un petit sourire fatigué touchant ses lèvres. « S'il vous plaît, ma mère vous fait confiance. Et après ce soir, moi aussi. » Anna regarda de son visage sincère à la femme endormie dans la voiture. Elle pensa à M. Hubert, assis ruiné sur le trottoir. Elle pensa à Brenda courant sous la pluie, et elle pensa à elle-même il y a quelques instants à peine, désespérée et froide. « Oui, » dit Anna, sa voix ferme. « Oui, j'accepte. » Bien. Le soulagement dans sa voix était profond. Peterson s'occupera du désordre ici. Il fit un signe vers le restaurant sombre et disgracié et la forme pathétique de Gilles Hubert, à qui Frank et Paul, les gardes de sécurité, parlaient maintenant. « Et eux ?» demanda Anna en hochant la tête vers les gardes, qui, au final, n'avaient en fait que leur travail. « Peterson » appela Elias. L'assistant fut à ses côtés instantanément. Les 2 gardes de sécurité, Frank et Paul, quel est leur statut? Contractuel, monsieur, via la société de gestion d'Hubert, pas via nous. Arrangez ça, ordonna Elias. Embauchez-les, doublez leur salaire, je les veux sur ma liste de paie pour garder cet immeuble. Ils ont montré de l'hésitation avant de suivre un ordre immoral. Je respecte ça, tout le monde d'autre, tout le personnel qui est resté là et a regardé. Indemnité de départ, 2 semaines, ils peuvent trouver du travail ailleurs. La cuillère d'or est fermée définitivement. Il se tourna ensuite vers Anna. « Je crois, dit-il, que j'ai promis à ma mère un vrai repas, et je crois que vous en attendez un depuis longtemps. » Il ouvrit la portière passager de la Bentley. « S'il vous plaît, Anna, rentrons à la maison. » Anna prit une profonde inspiration. Elle laissa la lourde couverture de laine trempée tomber de ses épaules, la laissant sur le trottoir. Elle n'en avait plus besoin. Elle était toujours dans son uniforme de serveuse humide et bon marché, mais pour la première fois de sa vie, elle ne se sentait pas pauvre, elle ne se sentait pas invisible. Elle passa devant les décombres de son ancienne vie et se glissa dans le luxe chaud et silencieux de la voiture. Elias monta côté conducteur et avec un soupir à peine audible, la voiture s'éloigna du trottoir, laissant la cuillère d'or, M. Hubert et toute cette nuit hideuse derrière eux. Alors qu'ils roulaient, Marguerite remua à l'arrière. « Elias, » murmura-t-elle. « Je suis là, maman, » dit-il, ses yeux rencontrant ceux d'Anna dans le rétroviseur. « Est-ce qu'Anna est là? » « Je suis là, Marguerite, » dit Anna en se retournant sur son siège. « Oh, bien, » soupira Marguerite en souriant alors qu'elle se rendormait. « Nous sommes tous en sécurité. Tu as trouvé la carte. » Anna regarda les lumières de la ville défiler, n'ayant plus froid, n'ayant plus peur. « Oui, » chuchota-t-elle, « nous sommes tous en sécurité. » Les semaines qui suivirent furent un flou. Anna déménagea de son appartement exigu et froid pour s'installer dans une suite magnifique et lumineuse au domaine du Mont, une propriété historique tentaculaire qui ressemblait plus à une réserve naturelle qu'à une maison. Les frais de scolarité de Lucas furent payés, les dettes médicales de sa mère disparurent, et pour la première fois de sa vie d'adulte, Anna pouvait respirer.
Elle excella dans son nouveau rôle. Elle n'était pas seulement une compagne, elle devint l'encre de Marguerite. Elle apprit grâce à l'équipe médicale fournie par Elias comment naviguer dans les marées confuses et effrayantes de la mémoire de Marguerite. Elle apprit que Marguerite aimait la peinture et elle passait des heures dans la véranda ensoleillée avec des aquarelles. Elle apprit qu'elle aimait les vieux films en noir et blanc et elle se blottissait avec du pop-corn pour les regarder dans le théâtre privé. Anna ramena la vie dans une maison qui fonctionnait sur des horaires calmes, efficaces et stériles. Elle devint aussi un tampon et un pont pour Elias, qui était un homme brillant, mais enlisé dans la logistique de son empire, abordant souvent la maladie de sa mère comme un problème à résoudre. Et Anna lui apprit doucement à simplement être avec elle. Un après-midi, environ 2 mois plus tard, Elias trouva Anna dans la bibliothèque en train d'esquisser un emploi du temps. « Elle fait la sieste », dit Anna en souriant. « Nous avons eu une grosse matinée. Nous avons visité Paris, ce qui impliquait des pâtisseries et un documentaire. »« Anna, » dit Elias, son ton sérieux, « je dois vous parler. » Le cœur d'Anna faiblit. « Est-ce que tout va bien? » « Tout va plus que bien. » Il s'assit en face d'elle. « Je dissous le conseil exécutif de la Fondation Dumont. »« C'est quoi? » ?»« Pourquoi? Je pensais qu'ils étaient en charge de toute la recherche sur Alzheimer. »« Ils le sont, ou ils l'étaient, » dit Elias. « Ce sont de bonnes personnes, mais ce sont des gens d'entreprise, des gens de salle de réunion. Ils se concentrent sur des subventions de haut niveau et des partenariats pharmaceutiques. Mais il manque un rez-de-chaussée. » Il fit glisser un portfolio relié en cuir épais sur la table. « Je restructure et je vous offre le poste de directrice exécutive de la sensibilisation aux patients et aux familles. » Anna le fixa. « Directrice exécutive? Elias, je suis une serveuse, je suis la compagne de votre mère. » « Vous étiez une serveuse, » la corrigea-t-il, son regard ferme. « Ce que vous êtes, c'est la personne la plus compatissante, ingénieuse et moralement fondée que j'ai jamais rencontrée. Vous avez changé la vie de ma mère en 2 mois plus que mes millions de dollars ne l'ont fait en 2 ans. Je ne vous donne pas ça, Anna. J'ai besoin de vous pour ça. » Il ouvrit le portfolio. Il était plein de plans. « Je veux ouvrir un réseau de cuillères d'or, mais à l'envers, des centres de jour haut de gamme et magnifiques qui offrent des soins de répit gratuits et dignes pour les familles qui ne peuvent pas se le permettre. Des endroits qui offrent de l'art-thérapie, de la musique, de la bonne nourriture, des endroits qui ressemblent à un luxe, pas à un dernier recours, des endroits qui traitent les gens avec la dignité qu'ils méritent, peu importe à quoi ils ressemblent. » Il la regarda. « Je ne peux pas diriger ça. Je suis un gars des chiffres. J'ai besoin de quelqu'un avec un cœur. J'ai besoin de vous. » Les larmes montèrent aux yeux d'Anna. « Elias, oui, bien sûr, oui. Non. Il y a encore une chose, » dit-il en sortant une petite boîte en velours de sa poche. Le souffle d'Anna se coupa. Il sourit d'un sourire sincère et chaleureux. « Ce n'est pas ça. Pas encore, en tout cas. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, reposant sur un lit de satin, se trouvait le petit oiseau en bois. Son aile manquante avait été méticuleusement restaurée par un maître artisan, un minuscule morceau d'érable neuf et clair s'ajustant parfaitement contre le vieil acajou. « Je voulais que vous ayez ceci, » dit Elias, « comme un rappel de cette nuit-là, de ce que vous avez fait, et pour me rappeler que même quand les choses sont cassées, elles peuvent être rendues entières à nouveau. » Anna prit l'oiseau, son poids familier dans sa main. Elle regarda de la petite sculpture restaurée à l'homme puissant et bienveillant en face d'elle. Elle pensa au voyage qui l'avait amenée ici. Un voyage qui avait commencé par une chute, un acte de rébellion et un simple bol de soupe. Son ancienne vie était partie, brûlée en une seule nuit de pluie et de cruauté, mais de ses cendres, elle avait construit une nouvelle fondation, faite de gentillesse, de respect et d'un amour qu'elle commençait tout juste à comprendre. Elle n'était plus une figurante invisible. Elle avait enfin le rôle principal. Et ainsi, l'histoire d'Anna nous enseigne une leçon puissante et très réelle. La véritable mesure d'une personne n'est pas les vêtements qu'elle porte, la voiture qu'elle conduit
ou le solde de son compte en banque. C'est la façon dont elle traite ceux qui n'ont rien à lui offrir. Gilles Hubert, Brenda Simon et les Vautier n'ont vu que des ordures. Anna Mercier a vu un être humain, et dans ce moment de choix, leurs mondes ont été scellés. Les cruels ont été abattus, et la bienveillante a été élevée. Le karma, voyez-vous, est l'auditeur ultime. Il ne se soucie pas de votre statut, il se soucie de vos actions. Souvenez-vous de cette histoire la prochaine fois que vous verrez quelqu'un dans le besoin. Vous ne savez jamais dont la vie vous pourriez sauver ou dont le monde vous pourriez être sur le point de changer, car la bonté est la seule monnaie qui ne perd jamais sa valeur.